Bonjour à tous, surtout qui sont restés jusqu'à tardivement. Donc on va essayer d'être à la hauteur de vos espérances. Et alors moi je suis ravi d'être là. Je remercie le comité d'organisation de nous donner l'occasion d'organiser ce symposium qui va traiter des enjeux de l'oncogénétique et de l'oncosomatique. Donc en effet, c'est un sujet qui est très spécialisé. Néanmoins, je vais le présenter en des concepts très simples qui nous permettent tous de comprendre vers où on va dans cette spécialité qui est la génétique des tumeurs. Alors, permettez-moi brièvement quelques mots concernant le laboratoire Cerba. Alors, le laboratoire Cerba a été créé en 1967, donc il a plus que 50 ans. C'est une équipe d'experts en biologie médicale qui fournit une analyse et des analyses spécialisées pour les établissements publics et privés, les laboratoires également, que ce soit en France ou dans une cinquantaine de pays différents, dont le Maroc. Je profite ici de ma présence pour remercier tous ceux qui nous font confiance. Alors, quelques chiffres. On réalise 55 000 analyses par jour, et si on fait un focus sur la génétique moléculaire, on réalise plus de 210 000 analyses de génétique moléculaire par an. Nous sommes très fortement impliqués également dans l'accès à l'innovation pour la pratique clinique et nos prescripteurs, en particulier en oncologie. Donc cette liste, elle est non exhaustive de nos innovations. Je vais vous parler dans ce topo d'une de nos innovations qui est Urodiag. Et puis également, je mets en avant le fait que nous sommes un acteur important de la prévention, puisque nous sommes le seul laboratoire français habilité à réaliser les tests de dépistage du cancer colorectal dans le cadre du programme national organisé du cancer colorectal sous l'égide de l'Institut national du cancer et l'assurance maladie. Et on en reçoit 65 à 80 000 tests de dépistage du cancer colorectal par semaine. Donc après cette brève introduction, on va directement aller au sujet qui nous intéresse. Donc je vais introduire déjà deux notions importantes. La première chose, c'est que le cancer est une maladie qui est fréquente. En effet, un homme sur 5, une femme sur 6, va développer un cancer au cours de sa vie. C'est énorme. C'est pour ça qu'on a tous, moi je reçois plein de coups de fil de personnes, de voisins, d'amis, me disant j'ai appris que quelqu'un a un cancer, il y a du cancer partout. Là, vous avez les statistiques de l'OMS qui l'objectivent très clairement. Et malheureusement, un homme sur 8 et une femme sur 11 va décéder de son cancer. Donc vous voyez ici la carte de l'OMS avec des couleurs différentes. Les pays avec la couleur rose, c'est le cancer du sein qui est le plus fréquent. La couleur verte, c'est le cancer de la prostate. La deuxième notion qui est très très importante, c'est la relation étroite qui existe entre le cancer et la génétique. Donc, ça se résume en une phrase, le cancer est une maladie génétique. Vous savez que quand les cellules se divisent, elles peuvent acquérir des erreurs au niveau de l'ADN. Il y a un système qui permet de réparer, je dirais, ces erreurs au niveau de l'ADN. Quand ces systèmes-là sont défaillants, la cellule peut accumuler des anomalies génétiques au niveau de l'ADN, ce qu'on appelle des mutations. Et donc, c'est ça qui va transformer une cellule normale en cellule cancéreuse. Ici, je vous ai montré un exemple de mutation génétique. Par exemple, vous voyez ici dans la séquence de référence, il y a un A, donc un nucléotide A. Ça, c'est une mutation parce qu'il y a un G au lieu du A. Là, il y a une insertion d'un T. Là, il y a une délétion d'un A. En réalité, c'est toutes des anomalies qui touchent l'ADN. Alors, cette notion-là, elle est très, très importante. Il faut différencier deux types de mutations. Il y a la mutation qu'on appelle constitutionnelle ou germinale ou familiale. Voilà. C'est des mutations qui sont héritées des parents et qu'on transmet aux descendants. Pourquoi? Parce que ces mutations-là, elles sont déjà présentes au niveau, par exemple, des spermatozoïdes ou au niveau des ovules. Et donc, quand il y aura une fécondation, la première cellule qui allait être à l'initiation de toutes les autres cellules est porteuse de cette mutation. Et donc, toutes les cellules de l'organisme sont porteuses de cette mutation qui prédispose au cancer. L'autre type
de mutation, c'est les mutations somatiques. Ces mutations somatiques apparaissent au cours de la vie, après la naissance. Donc ce n'est pas des mutations héréditaires, c'est des accidents qu'on acquiert dans la vie, suite notamment à l'exposition à des facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque les plus connus, le tabac, et il y en a d'autres. Mais le tabac principalement est responsable de plusieurs types de cancers. Donc les mutations constitutionnelles, c'est les mutations héréditaires. Les mutations somatiques, c'est les mutations qui ne sont pas héréditaires, mais qu'on acquiert au cours de la vie suite à une exposition aux facteurs de risque. Donc je vous ai dit tout à l'heure, le cancer est une maladie génétique. Est-ce que cela veut dire que c'est une maladie héréditaire? La réponse est non. Elle peut être héréditaire, elle peut ne pas être héréditaire. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir une mutation constitutionnelle, donc héritée des parents qu'on transmet aux descendants. Ces mutations sont présentes avant la naissance. Par la suite, la personne continue à acquérir des mutations au cours de la vie et ces formes de cancer héréditaire représentent moins de 10% des cancers. La forme, du coup, la plus commune des cancers, c'est les cancers non héréditaires. La personne, elle naît normale, sans mutation, n'a pas de mutation dans les gènes qui prédisposent au cancer, et c'est l'exposition aux facteurs de risque et les facteurs exogènes qui font que ces personnes vont avoir un cancer. Donc, se basant sur ça, on distingue deux spécialités en génétique des tumeurs. Une spécialité qui s'appelle l'oncogénétique. L'oncogénétique étant définie par l'étude génétique des cancers héréditaires à la recherche de mutations constitutionnelles dans les gènes qui prédisposent au cancer. Et la deuxième spécialité est la génétique somatique. C'est une étude génétique des cellules tumorales, donc des cellules cancéreuses, à la recherche de mutations somatiques dans les gènes. Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les mutations qu'on acquiert au cours de la vie, les mutations ne sont présentes que dans les tumeurs. Alors que ce soit en oncogénétique ou en génétique somatique, on utilise des techniques de nouvelle génération, telles que le NGS. Je pense que ça a été déjà abordé lors de cette journée. Mais je résume l'importance du NGS sur le fait de dire que c'est des techniques qui sont très sensibles. Et si on compare la sensibilité des techniques de séquençage classique qui sont de 20%, la sensibilité du NGS est de 1%. En d'autres termes, je traduis, si vous avez une seule cellule tumorale qui porte la mutation parmi 100 autres cellules non tumorales ou bien qui ne portent pas la mutation, on va pouvoir la détecter. Alors c'est important de détecter cette mutation, et donc cette sensibilité nous permet de détecter plus de 60% des mutations qu'on n'aurait pas détectées par la méthode classique. Et pourquoi c'est important? Parce qu'une fois on trouve une mutation, ça peut conditionner le choix thérapeutique. Donc il y a une relation directe avec le traitement. Aussi, ces mutations-là peuvent servir dans certains cas au suivi de la maladie, et je vais citer un exemple tout à l'heure, l'exemple du Rodiag. Et puis, elle peut, dans certains cas, mais c'est beaucoup plus rare, contribuer au diagnostic en complémentarité des paramètres cliniques, morphologiques et biologiques. Donc, j'ai dit tout à l'heure que les mutations génétiques peuvent conditionner le choix du traitement et plus précisément de ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Alors, c'est quoi les thérapies ciblées? Les thérapies ciblées, c'est une nouvelle ère, c'est une réelle révolution où il y a un changement de paradigme de la médecine pour passer d'une médecine curative à une médecine de précision. Alors, vous avez à gauche l'ancien modèle. Donc, vous avez par exemple un groupe avec un cancer du côlon. Tous ils vont recevoir le même traitement. Certains vont en bénéficier, d'autres, il y aura un effet neutre, et d'autres auront un effet négatif, voire un effet toxique, ce qui veut dire que ces patients, ils ne vont pas mourir de leur cancer, mais ils vont mourir de leur traitement. La médecine de précision, qui est le schéma à droite, celui-là, on a un groupe de patients avec un cancer du côlon. On va faire des tests biologiques et notamment des tests de génétique
afin d'identifier des gènes qui vont être sensibles spécifiquement à certains types de cancers, pour que l'objectif final, c'est que les patients bénéficient de ce traitement. Pourquoi on parle de médecine de précision? Parce que le traitement qu'on va utiliser va cibler précisément la mutation génétique qui est responsable, entre autres, de ce cancer. Donc, la définition de cette médecine de précision, c'est qu'elle a pour objectif de proposer aux patients un traitement adapté aux caractéristiques génétiques de sa tumeur. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, cette nouvelle ère de la génétique de la médecine de précision occupe une place importante et de plus en plus importante. Je vous montre cette diapo. Si j'avais montré cette diapo en 2018, il y aurait eu 2 lignes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs lignes, et encore, je ne cite pas toutes les thérapies ciblées, et je prends que l'exemple du cancer du poumon. Donc, dans le cancer du poumon, qu'on voit ici dans cette diapo, vous avez différentes anomalies génétiques, qui sont ici à gauche, et puis, il y a les différents types d'anomalies, la fréquence de ces anomalies génétiques et les thérapies ciblées que vous voyez ici, qui sont face à chaque mutation génétique. Donc, si vous prenez par exemple ici le capmatinib, c'est un traitement contre les mutations du gène MET. C'est de la thérapie ciblée contre MET. Ils ne seront pas efficaces si vous avez par exemple une mutation BRAF. Donc, c'est vraiment ciblé, un traitement qui cible la bonne mutation. Alors, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais je vais commencer d'abord comme un élément de comparaison pour voir comment ça fonctionne quand le sujet il est sain. Là, c'est une cellule où il n'y a pas de cancer. Ça, c'est le fonctionnement de tout ce qui est physiologique chez nous dans nos cellules. On a un facteur de croissance qui, à un moment, va se fixer sur son récepteur et il va activer une voie qui est très importante dans les cancers, qui est la voie des tyrosine kinases. Cette voie-là, elle est responsable de la prolifération cellulaire, donc activation de la prolifération cellulaire et de la survie cellulaire. Quand le ligand se détache de son récepteur, il y a une extinction de cette voie-là. Donc, il y a un contrôle de la cellule en mode on-off. Soit j'active, soit j'éteins cette voie en fonction des besoins cellulaires. Dans le cancer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez ici que le ligand qui est ici, le GF, n'est pas fixé à son récepteur et pourtant, cette voie, elle est activée. Elle est en mode on. Elle est tout le temps en mode on. Elle échappe à la régulation cellulaire. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des mutations qui vont activer cette voie. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y aura une prolifération cellulaire exagérée et une survie cellulaire importante. D'où cette prolifération va provoquer cette masse, d'où la présence d'une masse cancéreuse. Alors, le traitement, comment il agit? Vous savez ici la mutation, on utilise un traitement, une thérapie ciblée qui va venir bloquer exactement au niveau de la mutation. Et une fois elle agit au niveau de la mutation, elle va éteindre cette voie-là. Et donc, elle va mettre les cellules tumorales qui ont cette mutation en mode off. Et c'est comme ça qu'on arrive à guérir, ou en tout cas à maîtriser ou à contrôler les cellules tumorales par les thérapies ciblées. Alors, le patient, en général, il répond très très bien. Là, j'ai pris l'exemple de GFR, il répond très bien aux inhibiteurs de tyrosine kinase première ou deuxième génération. Puis, à un certain moment, il progresse, il développe une espèce de résistance. Mais comme dans un deuxième temps, c'est ce qu'on appelle la résistance secondaire. Et quand on a une résistance secondaire, ce qu'il faut chercher, c'est des mutations génétiques qui sont responsables de cette résistance. Et parmi les mutations de GFR qui sont responsables de cette résistance, la plus connue, c'est la mutation T790M. Alors, on ne va pas faire une biopsie. Vous savez qu'un patient qui est atteint d'un cancer du poumon, en général, il est en mauvais état. Et puis, biopsier un poumon, ce n'est pas toujours aussi simple techniquement. Ça peut provoquer une hémorragie, surtout quand c'est à côté de vaisseaux. Donc, on a recours, et c'est là où le biologiste intervient, on a recours à la biopsie liquide. C'est-à-dire qu'on va prélever du sang dans un tube spécifique qui s'appelle le tube STREC.
Et on va prélever donc un tube de sang. Et qu'est-ce qu'on va trouver au niveau du plasma de ce tube-là, en réalité? On va trouver ce qu'on appelle l'ADN tumoral circulant, qu'on appelle aussi ctDNA. Alors, l'ADN tumoral circulant, c'est quoi? Vous savez que les cellules cancéreuses, pour vivre, ils ont besoin d'être en contact des vaisseaux. Et quand ils sont en contact des vaisseaux, mais à un moment, il y en a certaines qui meurent. Et quand ils meurent, il y a une dégradation de la paroi et ils vont larguer leur ADN dans la circulation sanguine. Donc nous, on va les récupérer et on va chercher les anomalies génétiques au niveau de l'ADN qui circule dans le sang. Donc c'est une méthode qui est beaucoup moins invasive que d'aller biopsier une partie du poumon. Donc on va faire cette biopsie liquide. Et si on trouve la mutation T790M dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben on va changer le traitement. Tout à l'heure, on était dans un traitement de première ou deuxième génération d'inhibiteurs de tyrosine kinase. S'il y a cette mutation, on va donner l'osimertinib, qui est un inhibiteur de tyrosine kinase de troisième génération. Le patient y répond dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, pareil, il y a apparition de nouvelles résistances, il y a une progression tumorale et cliniquement, le patient ne va pas très bien. Quand le patient ne va pas très bien, il faut chercher les causes de cette résistance. Alors, les causes de résistance à l'osimertinib, elles sont multiples. Je ne vais pas les citer, ce n'est pas un cours. Je vais juste citer la mutation qui est la plus fréquente, qui est la C797S, qu'on peut rechercher par séquençage à haut débit. C'est très important à la rechercher. Pourquoi? D'abord, pour identifier la cause de cette résistance au traitement, et puis deuxièmement, parce que ça conditionne le schéma thérapeutique. Alors là, on rentre dans une complexité qui montre le rôle du généticien, le rôle de l'expertise génétique dans la prise en charge des patients aujourd'hui, c'est du concret et c'est en pratique clinique. Il faut chercher si cette mutation-là qui a apparu, elle est sur le même brin d'ADN que la mutation 790M ou pas. Si elle est sur le même ADN, on appelle ça en cis. Et si ces mutations sont sur deux brins d'ADN différents, on appelle en trans. Alors concrètement, ce n'est pas pour faire de la science, mais quand c'est en cis, il n'y a pas d'inhibiteur de tyrosine kinase efficace. Donc il n'y a plus d'alternative thérapeutique possible en thérapie ciblée. C'est une mauvaise nouvelle. Il y a des inhibiteurs de tyrosine kinase de quatrième génération qui sont en cours de développement, qui n'ont pas néanmoins encore intégré la pratique clinique pour les donner aux patients. Par contre, si les deux mutations sont sur deux brins d'ADN différents, à ce moment-là, on garde l'osimertinib, donc l'inhibiteur de tyrosine kinase de troisième génération, et on rajoute un inhibiteur de tyrosine kinase de première ou deuxième génération, car il serait efficace contre cette mutation qui est la C797S. Alors, qu'est-ce que je voulais illustrer à travers ce cas? C'est qu'aujourd'hui, la génétique fait partie de la pratique clinique courante en oncologie, de par la disponibilité des thérapies ciblées. Néanmoins, je vous avoue que je ne connais pas quelles sont les thérapies ciblées qui sont disponibles au Maroc. Donc ça, effectivement, c'est un sujet de discussion. Mais aujourd'hui, dans les pays où ces thérapies ciblées sont présentes, ça fait partie du quotidien d'un laboratoire de génétique. Alors, je vous ai parlé du cancer du poumon comme un exemple parce qu'il y a beaucoup de traitements, c'est très dynamique. Là, en résumé, je vous montre un exemple de nos tests que nous réalisons de routine dans notre département de génétique. Vous voyez, les tests, ils sont classés en fonction du type de cancer parce que les mutations génétiques et les gènes diffèrent d'un cancer à un autre, les traitements également. Donc ça aussi, c'est d'autres exemples, par exemple dans les tumeurs gynécologiques, dans le cancer du sein et autres. Mais ce que je voudrais citer, c'est que la génétique est aujourd'hui devenue tellement complexe, tellement importante qu'aujourd'hui, on est en interaction directe avec les anatomopathologistes, avec nos autres confrères biologistes, avec les oncologistes, ou les oncologues médicaux, avec les chirurgiens. Et aujourd'hui, quasiment tous les jours, c'est comme si on organisait un staff
au téléphone pour savoir comment interpréter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En réalité, on est devenu dans un rôle de conseiller. Alors pour ceux qui veulent rendre service, c'est un métier extrêmement épanouissant. Pour ceux qui ne veulent pas suivre la littérature, c'est un peu frustrant. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, on peut se réjouir du rôle extrêmement important du généticien et donc du biologiste, rappelant par définition qu'un généticien est un biologiste. Alors je passe à l'autre partie qui est le rôle de la génétique dans le suivi des cancers. Et là, l'exemple, c'est le cancer de la vessie. Donc ça, c'est un test que nous avons co-développé avec une start-up française. Alors sur le cancer de la vessie, il y a deux grands groupes. Il y a les tumeurs de la vessie qui infiltrent le muscle. Là, en réalité, on enlève la vessie. Et puis, il y a les tumeurs de la vessie qui n'infiltrent pas le muscle. Donc là, on n'enlève que la tumeur, on laisse la vessie en place. C'est un groupe qui est plutôt de bon pronostic. Néanmoins, il y a un taux de récidive qui est très important, qui, selon les études, varie de 50% à 80%. Donc, ce qui veut dire, s'il y a un taux de récidive important, c'est qu'il faut faire une surveillance très stricte. Cette surveillance se fait aujourd'hui par la cystoscopie. Alors la cystoscopie, selon le cystoscope qu'on utilise, s'il est souple, s'il est rigide, à fluorescence, quel modèle, etc., peuvent atteindre des sensibilités à 90%. Donc 90%, c'est très bien comme sensibilité. Néanmoins, c'est un examen désagréable qui nécessite dans certains cas une anesthésie. C'est opérateur dépendant en fonction de l'expertise de l'urologue. Et puis, il y a un risque d'infection et dans des cas extrêmes qui restera des risques de perforation. Mais le problème avec la cystoscopie, c'est que c'est chronophage. C'est que le temps d'avoir un rendez-vous, ça prend beaucoup de temps et donc du coup, le malade peut progresser sans que cela soit diagnostiqué à temps. Et puis l'observance des patients pour la cystoscopie, comme c'est un examen qui est désagréable, je peux vous dire qu'au final, au moment de faire 4 cystoscopies par an, ils en font 2 maximum. Et puis il y a la cytologie urinaire. Alors c'est un examen simple puisque c'est un simple recueil d'urine. Le problème de la cytologie urinaire, c'est que sa sensibilité est très très faible, de 20 à 40%. Ici, vous avez le calendrier de suivi des cancers de la vessie par groupe de risque. Alors, je vous fais un résumé. C'est quand on est à faible risque, on fait la cystoscopie à 3 mois, puis à 12 mois, puis une fois par an. Quand on est à risque intermédiaire, la première année, 3 mois à 6 mois, puis à 12 mois, puis chaque 6 mois. Et quand on est à haut risque, c'est pendant les 2 premières années, chaque 3 mois. Et c'est là où ça se corse, parce que chaque 3 mois des cystoscopies, les patients ne vont jamais accepter ce schéma de surveillance. Donc il y a un réel besoin, et c'est un besoin dont on parle depuis 20 ans, partout. C'est un besoin d'un biomarqueur non invasif, comme la cytologie, mais contrairement à la cytologie, il faut qu'il soit sensible et fiable pour le suivi du cancer de la vessie. Alors la solution que nous avons co-développée avec cette start-up française, c'est le test Urodiag. Donc c'est un test non invasif puisque c'est un simple échantillon d'urine. Il remplace la cytologie urinaire, il réduit les cystoscopies et vous voyez une sensibilité qui est moyenne autour de 95% et surtout une valeur prédictive négative de 99%. Alors, ce test Urodiag qui se base sur l'urine, c'est ce qu'on appelle aussi la biopsie liquide. Tout à l'heure, je vous ai dit sur le sang pour le poumon. Là, c'est de la biopsie liquide urinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cancer de la vessie? Là, les cellules ils sont en contact avec les urines et il y a des cellules tumorales que vous voyez ici qui vont être exfoliées et donc ils vont se retrouver au niveau des urines. Donc, la technique qui est celle du Urodiag, la première étape, on va faire une filtration des urines. Pourquoi? Pour collecter et enrichir en ces cellules tumorales. La deuxième étape, c'est on va extraire de l'ADN pour chercher des mutations au niveau du gène FGFR3 et également quantifier le pourcentage de méthylation au niveau des 3 gènes qui sont cités ici, HS3-ST2, Septin9 et SLID-T2. Et on va quantifier tout ça. Et si le résultat est positif du Urodiag, on va dire que la cystoscopie est recommandée.
Et si le résultat est négatif, la cystoscopie n'est pas recommandée et on refait le test urodiag dans 3 mois. Je vous donne une statistique importante. 84% des cystoscopies réalisées en France sont inutiles parce qu'elles sont complètement négatives. Donc si on peut se passer de ça, c'est pas mal. Aux États-Unis, c'est 97% des cystoscopies sont inutiles. Donc il faut bien un test qui arrive à trier à quel moment il faut vraiment faire de la cystoscopie, à quel moment il ne faut pas faire de la cystoscopie. Et si typiquement ce test-là, qui a sa place et qui a été complètement adopté par l'Association française d'urologie, je vous en parle à la diapo suivante. Alors, je vous dis depuis tout à l'heure si urodiag est positif, urodiag négatif. Alors, on parle des résultats urodiag positifs si on a présence d'une mutation ou bien d'un score de méthylation élevé. Et si on n'a pas de mutation ou de score de méthylation élevé, urodiag est considéré comme étant négatif et donc pas besoin de faire de la cystoscopie. Les avantages, donc c'est un test non invasif, un simple échantillon d'urine. Ça améliore évidemment la qualité de vie du patient puisque c'est toujours beaucoup moins invasif qu'une cystoscopie. Le délai de prise en charge, il est optimal parce qu'il n'y a pas besoin de rendez-vous. Il va au laboratoire avec son recueil d'urine. Il envoie ça au laboratoire qui va le faire, et notamment Cerba, parce que nous avons l'exclusivité de ce test-là pour avoir le résultat. Dans les applications cliniques, je rappelle tout de même et je souligne l'excellente valeur prédictive négative qui est supérieure à 99%. Et comme vous l'avez vu, c'est un test qui permet de guider qui doit bénéficier d'une cystoscopie ou pas. Alors, je mets l'accent sur le fait que pendant le Covid, il y a eu plusieurs blocs opératoires qui étaient fermés, les patients ne voulaient pas se déplacer à l'hôpital, il y a eu des contraintes sanitaires qui ont fait que le temps de cystoscopie a passé de 15 minutes quasiment à 1 heure. Donc nous avons été réellement sommés quasiment par l'AFU pour développer ce type de test qui permet, sans passer par la case cystoscopie ou bloc opératoire ou autre, de suivre leurs patients. Quelle est la différence entre suivre le patient chaque 3 mois ou bien chaque 9 mois? La différence, elle est très simple. S'il y a une récidive, plus le temps y passe, plus l'efficacité de traiter cette récidive-là devient de plus en plus compliquée. Donc c'est une réelle chance pour les patients de les suivre par ce test-là. Donc là, j'aborde la troisième et dernière partie, qui est l'oncogénétique. Alors l'oncogénétique, je rappelle, la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, ça ne change pas. C'est une étude génétique des cancers héréditaires à la recherche de mutations constitutionnelles, c'est-à-dire héritées des parents, dans les gènes qui prédisposent au cancer. Alors l'oncogénétique, ça prédispose au cancer, mais ça ne veut pas dire quand on a une mutation, par exemple, des gènes BRCA1 ou BRCA2. Je pense que BRCA1, BRCA2, le monde entier a connu ça grâce à Angelina Jolie, quand elle a décidé d'enlever les seins, parce qu'elle avait des mutations BRCA1, BRCA2. Tout le monde maintenant sait ce que ça veut dire BRCA1, BRCA2. Alors BRCA1, BRCA2, c'est des gènes qui... Pardon, excusez-moi. Donc c'est des gènes qui prédisposent au cancer. La probabilité de développer un cancer chez une femme âgée de 70 ans, un cancer du sein, si elle n'a pas de BRCA1 et BRCA2, elle est de 12%. Dans la même tranche d'âge, une femme âgée de 70 ans, mais qui a une mutation de BRCA2, a une probabilité de développer un cancer du sein de 45%. Vous voyez, c'est une femme sur 2. Et quand on a une mutation de BRCA1, 55 à 65% des femmes âgées de 70 ans avec mutation de BRCA1 ont un cancer du sein. Donc en fait, la probabilité de développer un cancer du sein quand on a une mutation de BRCA, elle est multipliée par 5. Il y a une autre application des mutations BRCA. Je prends ici un cas clinique. C'est une femme qui est âgée de 32 ans, qui en 2018 a eu un diagnostic d'un cancer du sein HER2 négatif. Elle a eu une mastectomie, radiothérapie, hormonothérapie. En 2020, elle a développé des métastases, donc la tumeur, migration des cellules tumorales du sein vers le foie. La chimiothérapie a été arrêtée en raison d'effets indésirables. Et en 2021,
ben, ils ont recherché des mutations et ils ont détecté des mutations BRCA2 constitutionnelles. Ils ont donné de la thérapie ciblée, qui est le Lynparza, donc c'est un olaparib, efficace dans le cadre des cancers du sein avec mutation de BRCA2. Donc la recherche aujourd'hui de BRCA1 à BRCA2, qui se fait soit sur un prélèvement sanguin, soit sur un frottis jugal où on va chercher les mutations, cette recherche, elle a un double objectif, soit de déterminer le caractère héréditaire de ce cancer-là, soit pour donner le traitement qui est efficace contre les cancers du sein avec mutation de BRCA. Pourquoi il est important de déterminer le caractère héréditaire? Parce que si on trouve une mutation de BRCA en BRCA2 chez la femme qui est porteuse d'un cancer du sein, ben on va chercher chez la descendance, c'est-à-dire ses enfants par exemple, s'ils ont une mutation en BRCA1 en BRCA2, pour mettre un suivi régulier qui permet de détecter le plus précocement possible la survenue d'un cancer du sein. Alors, je vous ai parlé du cancer du sein, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs cancers qui peuvent être héréditaires. Donc ça, pareil, c'est l'ensemble des panels par séquençage à haut débit que nous réalisons avec une grande liste de gènes. Il y a différents gènes. Il y a le gène sein, que ce soit un cancer du sein, un cancer de l'ovaire, un cancer de la prostate, les cancers digestifs. Donc la liste des gènes qui sont impliqués dans la prédisposition au cancer dépasse la centaine de gènes. Notre temps de rendu de résultats des analyses d'oncogénétique, il est de 3 à 8 semaines. Alors, il est tard. Vous avez eu 2 journées chargées, bien chargées. Alors, des messages simples. La première chose, c'est que le cancer est une maladie génétique qui est fréquente. La médecine de précision, c'est-à-dire les thérapies ciblées, c'est une avancée majeure. Qu'il y a une évolution extrêmement rapide des pratiques cliniques et qu'il est nécessaire que le dialogue et la communication entre les généticiens, les anatomopathologistes, les biologistes et les cliniques et les cliniciens soient efficaces justement pour optimiser la prise en charge des patients. Alors, 2 dernières diapos, c'est ça l'engagement de Cerba Oncologie. L'engagement de Cerba Oncologie, c'est une gamme qui est complète, qui fournit la recherche des différentes anomalies génétiques qui sont aujourd'hui indispensables soit au choix du traitement, soit à la détermination des cancers héréditaires, soit dans le cadre du suivi. Donc c'est une gamme complète. La deuxième chose, c'est qu'on a une solution de prescription connectée. La troisième, c'est qu'on a un accompagnement. L'accompagnement est important. L'information médicale, elle est importante. L'accompagnement commercial aussi est important pour permettre l'accès à ces tests-là, la logistique à ces tests-là. Et la dernière chose, c'est que j'ai eu le plaisir, avec ma collègue, d'écrire un article sur le NGS en oncologie, les nouveaux enjeux qui va paraître dans le journal de la biologie médicale marocaine. Donc vous allez trouver aussi d'autres notions qui pourraient compléter ce topo, ce que je vous ai présenté. Et évidemment, je comprends parfaitement qu'après 17 heures, c'est toujours difficile de comprendre la génétique et le cancer. Néanmoins, croyez-moi, c'est passionnant, en tout cas pour certains. Et donc, je vous transmets mes remerciements. J'espère vous avoir transmis un peu de ma passion, mais surtout beaucoup de mon plaisir d'être là aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention.